D'autres fintech avaient essayé de le faire avant nous. Ça n'a pas duré, ils ont fermé. Ils ont levé la fonctionnalité. Et je me suis pas dit, c'est pas mieux de chercher à savoir pourquoi ils ont levé. Vu c'est moi. Je vais me jouer justement les mini-justiciers pour aller faire. Donc du coup, très vite, je suis revenu pied sur terre et j'ai compris en fait que c'est un sujet vraiment très délicat aujourd'hui. Les airtime, c'est un sujet très délicat. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a enlevé. Mais c'était le nom. J'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. J'ai travaillé dans tous les départements de Saint-Chap. J'ai travaillé avec les développeurs, j'ai travaillé avec les designers, j'ai travaillé avec l'équipe de communication, j'ai travaillé avec le marketing, j'ai moi qui ai fait le support au début. Moi, je gérais le support. Partout, tu vois, en train de conduire, mais je garde 2 minutes parce qu'il y a des problèmes et autres. Donc, il fallait que je comprenne d'abord tout ça avant de dire que on peut recruter des gens, les former. Tu peux pas recruter quelqu'un d'un domaine que tu ne maîtrises pas. Les gens se disent que ils ont développé l'application, ils ont mis en ligne, c'est fini, ça tourne, tout le monde utilise. Mais non, non, CEO and Leader Spotlight. Bienvenue sur Africa FinTech Inside, cette plateforme qui analyse et décrypte l'écosystème FinTech africain. Aujourd'hui, nous mettons en lumière celles et ceux qui bâtissent le monde de la finance digitale en Afrique. À travers CEO and Leader Spotlight, nous voulons réellement montrer l'impact et la transformation que chaque leader dans le domaine de la finance apporte pour le continent africain. Donc aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Hans-Philippe Oteyami, CEO de Saint-Chap, qui va partager avec nous son parcours, son histoire et réellement ses réalisations, ses défis également. Et entre échanges et analyses, nous allons réellement rentrer dans le monde de Saint-Chap et découvrir c'est quoi Saint-Chap et pourquoi en réalité Saint-Chap doit être utilisé par l'utilisateur ivoirien, sinon africain même de façon générale. Donc je suis avec Hans-Philippe. Enchanté Hans. Enchanté Omar. Et en réalité, c'est mon deux mots, hein, parce que moi aussi, je m'appelle Hans. Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, Hans, sois le bienvenu. Merci. En quelques mots, qui est Hans-Philippe Oteyami? Déjà, merci pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Hans-Philippe Oteyami, bon, c'est moi. C'est moi. Je suis Hans-Philippe Oteyami, fondateur de Saint-Chap, une application de transfert d'argent inter-réseau qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent d'un réseau mobile money à un autre. Déjà en Côte d'Ivoire principalement, et en différents pays aussi de la zone UEMOA. Ok. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait principalement. Là, c'est super. Mais déjà, avant d'être un fondateur de Saint-Chap, donc, quel est ton profil? Tu as fait des études en quoi précisément pour maintenant arriver peut-être en tant que CEO de Saint-Chap? Ok. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait Déjà, j'ai fait le bac électronique informatique. D'accord. C'est ce que j'ai fait en bac. J'ai fait un peu d'économie aussi parce qu'en fait, justement, après mon BPC, je réfléchissais beaucoup en fait à ce que je devais faire comme étude. J'ai pas choisi le volet général parce que en fait, je m'étais dit que je reprenais les mêmes choses. Exactement. Je voulais vraiment très vite rentrer dans la vie active en quelque sorte, dans la pratique des choses. Donc, j'étais beaucoup passionné d'électronique, mais malheureusement, on m'a orienté en économie. Après, tu as les grands frères, le papa qui donne des conseils. Ah, mais après, tu peux même faire la statistique et autres. Donc, on essaie de partir en économie. Je vais en économie. En ce moment, on faisait des semestres. Le premier semestre, j'ai 8 de moyenne. Oh. Le premier semestre, j'ai 8 de moyenne. Et il y a le vieux qui m'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas et autres. Je dis, mais réellement, je suis allé parce que vous m'avez demandé de partir, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, je suis vraiment passionné d'électronique depuis tout petit. Donc, du coup, c'est comme ça qu'en cours d'année, je me retrouve en électronique. Donc, c'est comme ça que je continue le parcours et puis jusqu'au point d'avoir le bac électronique. Après le bac électronique, je fais mon BTS en communication visuelle. Okay. Parce que justement, en même temps passionné d'électronique, j'étais un gros passionné aussi de tout ce qui est design graphique, animation 3D et autres. Donc, c'est comme ça. Tu te rends compte d'électronique, je me retrouve en communication visuelle. En communication visuelle, c'est vraiment des études de trucs de médias, de digital et autres. Après le BTS, je me retrouve encore en licence en architecture et modélisation 3D. Waouh, c'est-à-dire que tu as voyagé même entre les domaines. J'ai voyagé en fait entre tous les différents domaines du digital. Déjà que même truc, pendant particulièrement ma année de BTS et même pendant mes années après mon BPC, je faisais déjà du code. Donc du coup, j'avais déjà cette main-là dans un peu tous les domaines du digital. C'est comme ça qu'après la licence en architecture et modélisation 3D, je vais maintenant faire, comment on appelle ça, un MBA en chef de projet digital.
D'accord. Donc, du coup, tu te rends compte qu'après tout ça, en fait, j'ai fini par tout regrouper maintenant. Si. Après tout ce que tu as appris là, il fallait que tu puisses piloter maintenant Exactement, une équipe en fait si. qui est un peu dans toutes les compétences que tu as fait. Donc, du coup, c'est ça. Ah, là, c'est super. C'est que tu t'es armé d'abord dans un premier Justement. temps et maintenant tu as fait sortir. Voilà, c'est le ça. projet. C'est ça, j'ai regroupé Là, c'est un peu les intéressant. trucs. Et je pense en la création en commun. Moi, pareillement, à partir de la terminale, normalement, j'avais prévu faire l'électronique. Hein. Ouais. Mais c'est que j'étais orienté en comptabilité. Tu vois. Mais après, il dit, attends, bon, ils m'ont mis en comptabilité. Bon, pourquoi pas en même temps rester là-bas aussi. Rester là-bas. Justement, moi, c'est ça mon problème. Moi, je n'ai pas dit le pourquoi pas rester. Ce qui était dans ma tête, là, il fallait bien que je finisse dedans. Il fallait bien que je finisse dedans. Là, c'est intéressant, c'est intéressant. dedans. Et déjà, c'est que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire. Oui. Et puis aussi, tu as étudié un peu toutes les différentes choses qu'on devait étudier dans le digital. Dans le digital. Pour après maintenant lancer SendShop. Je comprends maintenant comment sont réalisés les designs de SendShop. Parce que j'ai allé sur Facebook, je voyais. Il y avait réellement de la vie dedans. Est-ce que c'est pas toi même non, si, non, j'ai beaucoup ma main dedans. J'ai beaucoup ma main dedans aussi. Là, c'est bien. C'est ça aussi, on dit la créativité. Hein. Le gars, c'est un bosseur. C'est ça. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qui était le déclic? À quel moment tu t'es dit, je dois lancer une application qui va répondre à un besoin qui est réel? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on était confrontés tous à ce problème-là de ne pas pouvoir envoyer de l'argent peut-être d'un réseau à un autre. Et toi, tu dis aujourd'hui, je me lève, je lance une application qui va permettre de pouvoir lancer, sinon envoyer de l'argent de Orange à MTN et de un réseau X à un réseau Y. À quel moment tu as décidé de dire, je me lance dans cette chose-là? Ok, c'est assez particulier. SendShop ne devait pas faire du transfert d'argent. C'est pas ce qu'on devait faire de SendShop. SendShop devait être, comme je t'ai dit là, j'ai travaillé dans la communication, j'ai étudié dans la communication. J'ai fait beaucoup de publicité aussi. Donc, c'est vraiment un domaine que je maîtrisais. SendShop devait être au départ une application qui permet d'acheter du crédit téléphonique des réseaux à un autre. Parce que j'étais confronté à ce problème-là très régulièrement. Moi, j'ai ma grand-mère, par exemple, qui est sur MTN. Et très souvent, elle t'appelle. Envoyez-moi une unité. Faites-moi une unité et appelez. Et en fait, à chaque fois, j'avais toujours du mal à le faire. Parce que j'ai la paresse d'aller dans une cabine et puis me demander les unités lundi. C'est le vendredi, elle va recevoir. Parce que je n'ai pas trouvé de cabine justement dans le quartier. Et puis après, maintenant, sur les cabines, c'est rare. Est-ce que les cabines existent encore? Maintenant, même les cabines limite. Donc, du coup, en fait, c'était ça le vrai problème déjà qu'on voulait régler. C'était permettre aux gens de payer du crédit téléphonique depuis Wave, Orange, pour un autre réseau, par exemple. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi que mais il y a un secteur, en fait, ou lequel il y a un autre besoin aussi, qui est le transfert d'argent, justement, de ce domaine-là, auquel je n'avais pas forcément pensé à ça en premier lieu. Parce que je me disais qu'il y avait déjà une autre solution, justement. On n'a pas été les premiers. Je me disais qu'il y avait déjà une autre solution qui le faisait. Donc, c'est un sujet que j'ai mis du temps à adresser. Les premiers, lorsqu'on a commencé à travailler sur le design de l'application et autres, on était vraiment axé sur le airtime, l'achat du crédit. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes se plaignent du produit existant déjà qui fait du transfert d'argent. Donc c'est là, en fait, je me dis, ok, même si quelqu'un le fait déjà, je me disais que je ne veux pas le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc c'est en voulant améliorer justement toutes les failles que j'ai vues dehors qu'on a fini par intégrer ça aussi à SendShop. Wow. Félicitations. Donc déjà, avec SendShop, tu n'as pas eu, toi et ton équipe, peur de la concurrence dans un premier temps? Non, jamais. Et puis également, tu t'es dit, il y avait un problème que mon concurrent ne pouvait pas résoudre, que moi je peux apporter, parce que l'utilisateur, il a réellement besoin que sa solution soit complète et non partielle. C'est ça. Donc déjà, je dis chapeau à toute l'équipe de SendShop. Merci beaucoup. Et toi à la tête. Merci beaucoup. D'accord. Ici, après création de SendShop, vous créez SendShop. D'abord, SendShop existe depuis combien de temps? Et puis la création, vous commencez quand? Le développement de SendShop a pris exactement 1 an. Bizarrement, c'était exact. 1 an était exact. On a 1 an, peut-être 1 an, 2 mois, ou maintenant 3 mois. Mais on a pris 1 an pour développer SendShop. D'accord. On a pris 1 an pour développer SendShop. Déjà, j'avais une première équipe même. J'avais réuni une première équipe qui après, on a dû se séparer parce que justement, tout le monde ne partageait pas la même vision que moi et autres. Souvent, c'est le problème qui est là. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on a stagné un peu jusqu'au point de réunir vraiment une équipe finale qui allait développer. Ça nous a pris 1 an. On a lancé officiellement
le 3 juin. Là, on est en 2026, on a lancé le 3 juin 2024. D'accord. On a lancé le 3 juin 2024. Mais avant ce 3 juin 2024, là, on a pris 1 an de développement. Wow. Un an de développement. Un an même pour l'UX et autres. Nous, en fait, on a tendance à stagner sur beaucoup de sujets. Nous, on peut te prendre 3 jours, en train de discuter, en train de réfléchir à pourquoi est-ce que ce bouton-là est violet. Wow. Quand le client appuie sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il doit ressentir pour revenir encore dans l'application. Donc, c'est ce qui fait qu'on a vraiment duré dessus. Mais on a pris 1 an pour développer. Vous avez nous a pensé pris même un an. à l'architecture même Oui, de, tout. de la chose avant de Tout. lancer. Tout, on a pris 1 an pratiquement. Parce que justement, on a eu aussi un autre problème au niveau du code de l'application. On a développé l'application d'un langage pour lequel il n'y a pas de demande ici. Donc, il n'y a pas de développeur qui maîtrise ce langage-là. C'était lequel? Golang. Wow, moi, mais j'ai jamais entendu parler de Golang. C'est un langage de Google. On a développé le backend de C# en Golang. On l'a fait en Golang parce que déjà, mon CTO Amos, déjà que je salue, était déjà un passionné de Golang. C'est pas ce qu'il maîtrisait le mieux, mais c'est un langage qui le passionnait. D'accord. Donc, du coup, on a fait nos recherches, on a vu que c'était un langage assez robuste, sécurisé, très rapide surtout. Ok. Donc, c'est comme ça, on s'est dit, ok, d'accord, nous on fait en Golang. On finit de faire en Golang, on se rend compte que on a comme ça délégué des tâches, il n'y a personne pour travailler avec nous. On ne trouve pas les développeurs en Golang. Donc, un matin, on s'est dit, bon, ok, on va recruter, on va former. On va recruter, on va former. Donc, du coup, on a recruté des développeurs qui ne connaissaient pas Golang, qui ne comprenaient rien. On a dit, non, on veut juste des gens qui veulent apprendre. Si vous voulez apprendre, on vous forme. Donc, du coup, c'est un peu ce genre de problème qu'on a eu. Donc, c'est pour ce genre de sujet qu'on a vraiment duré pendant qu'on développait. On a vraiment duré, on a pris du temps. Mais déjà, l'équipe actuelle, elle maîtrise Golang. Hein. Oui, ça va. Comme je t'ai dit là, on est vraiment allé sur un principe où si tu veux vraiment apprendre, tu es passionné, ça va prendre le temps qu'il faut, mais on va t'apprendre et puis tu vas rester avec nous. Et puis bon, Dieu merci, aujourd'hui, on a vraiment de très bons développeurs en Golang. Ah, là, c'est super. Déjà, j'aime la démarche de formation et puis derrière la réalisation maintenant selon la concrétisation plutôt du projet. Parce que bon, vous pouvez dire que le gars ne maîtrise pas, donc je n'allais pas le prendre. Peut-être je peux aller prendre une autre personne à l'essayer qui va aussi coûter cher. Non, justement, nous, on n'est pas allé comme ça. Et puis moi, j'ai une manière assez particulière de voir les choses. Avant d'être décideur, on s'est beaucoup plaint des décideurs. On s'est plaint que les décideurs favorisaient les diplômés, ils favorisaient ça, ils favorisaient ci, combien d'années d'expérience. Et puis, le jour où j'ai été décideur, je suis passé à la table du décideur, je me suis dit, on ne fera pas les mêmes erreurs que les anciens. On ne fera pas les mêmes erreurs que les anciens. Chez nous, pratiquement, je peux dire que plus de la moitié de notre équipe, personne n'a été recruté quand il était compétent dans son domaine. Je suis allé juste sur le principe de recruter des gens qui veulent apprendre, qui sont passionnés. On s'est dit, on va tous apprendre ensemble, on va se former ensemble, puis on va grandir ensemble. Wow. Donc, tous mes recrutements, moi je ne lisais jamais les CV. Moi, je ne lisais pas les CV. Je regardais juste les études que la personne a fait, parce que justement, il y a une base. Et quand je regardais les études, c'est plus peut-être pour essayer de me situer sur le mental de la personne, essayer de scinder la personne, mais j'ai jamais, au grand jamais, recruté sur la base du CV. D'accord. Tu viens, on se parle. Si tu sens toi que tu as quelqu'un qui veut apprendre, tu rejoins l'équipe et puis on s'en va. Wow. Ah, c'est quelque chose à encourager. Hein. Quoi, si tous nos dirigeants, décideurs faisaient aussi la même chose, là, on allait avoir des jeunes qui seraient un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de décideurs qui veulent forcément avoir un CV d'abord. Justement, au lieu de une regarder les compétences dans un premier temps. Donc déjà, ça a félicité, je pense. C'est des décideurs qui vont suivre l'émission après, ils pourront réellement voir ce modèle et puis pourquoi pas faire du copier aussi et un coller. Ouais, non, mais en vrai, nous, ça nous a réussi. Ça nous a sérieusement réussi. Ça nous a vraiment réussi. Aujourd'hui, tout le monde chez nous, chacun maîtrise son domaine sans forcément être rentré dans l'équipe avec la compétence qu'il a aujourd'hui. Wow. Disons, tu as un mindset d'anglophone même, si vous voulez dire, d'un anglophone, parce que... Peut-être. Ah, Peut-être. Maintenant, la question qui me vient en tête par la suite, c'est est-ce qu'avec SendShop, vous avez connu de réelles difficultés? Bon, hormis celui de Golang, où il n'y avait pas forcément de personnes pour pouvoir développer. Est-ce que pour l'implémentation même de SendShop, après, disons, le développement, il y a eu des soucis peut-être au niveau du régulateur, au niveau de plusieurs autres acteurs? Oui, beaucoup. Mais déjà, techniquement encore, c'était un nouveau métier pour nous. D'accord. Tu vois, c'était un nouveau métier pour nous. Même les développeurs et autres, personne n'avait déjà travaillé sur des produits financiers auparavant. Tu vois.
Donc, le domaine était encore nouveau pour nous. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne maîtrisait pas, surtout techniquement, en fait. Et parce que on est dans un domaine d'activité qui est très, 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 très exigeant. Oui. Et sans mentir, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir une grosse part de marché assez rapidement. Parce qu'on est très exigeant sur la stabilité technique chez nous. Le support, tout et tout, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met. Tu vois. Donc, techniquement, d'ailleurs, on a eu beaucoup de problèmes très vite. Des trucs qu'on ne maîtrisait pas. C'est au moment où on a lancé l'application, on s'est rendu compte que, mais il y a tel truc qu'on ne devait pas faire comme ça. Il y a telle partie du code là qui ne devait pas être structurée comme ça. Mais après, on a appris, on a avancé. Côté régulateur, oui, hein, très vite, ça a commencé depuis le premier jour. Il fatigue beaucoup. Hein. Oui, mais moi, c'était pas avec les régulateurs. J'ai vu que c'était avec les opérateurs. Dès que les opérateurs, on a lancé, je crois, 3 jours. À 3 jours, 4 jours. Oui, 3 jours, 4 jours, une semaine après le lancement, là, un matériel n'est pas dans l'application. Plus aucun réseau ne passe. Et j'ai un de mes partenaires, en fait, technique, un agrégateur, qui m'a bloqué. Il dit, mais pourquoi on m'a bloqué? C'est pas du mal. On dit non, que c'était l'opérateur qui a demandé de te bloquer ou autre à cause de ton activité. Il dit, c'est chaud. Ça commence à créer. C'est chaud, ça commence à chauffer. Parce que déjà, on vient à peine de lancer. Si. On a lancé toutes nos vies pour ça. Hein. On a déjà fait ça notre vie. Donc, du coup, tu te rends compte qu'à peine lancé, comment on dit ça même, l'enfant n'est même pas encore né, déjà on l'a voté. On la vote déjà avant qu'il naisse. On s'est dit, lui, il ne faut pas qu'il naisse, tu vois. Et en fait, plus tard, c'est là maintenant qu'on enlève la fonctionnalité première qui était l'achat de crédit de communication. On ne maîtrisait pas en fait ce côté-là. Et en fait, on l'a lancé sans vraiment maîtriser les rouages à ce niveau-là. Donc, le régulateur nous a très vite tapé sur la tête. Les opérateurs nous ont tapé sur la tête. On s'est rendu compte que, en vrai, on n'avait pas le droit de le faire et autres. Parce que justement, il y a une question que je ne me suis pas posée au départ. D'autres fintech avaient essayé de le faire avant nous. Ça n'a pas duré, ils ont fermé. Ils ont levé la fonctionnalité. Tu vois un peu de qui je parle. Ils ont essayé, ils ont levé la fonctionnalité. Et je ne me suis pas dit, c'est pas mes chicha, ça va pourquoi ils ont levé. Et puis c'est moi. Je vais me jouer justement les mini-justiciers pour aller faire. Donc du coup, très vite, je suis revenu pied sur terre. Ils m'ont remis les pieds sur terre très vite pour me dire que je ne devais pas le faire. Je suis même allé à la TCI où j'essayais de parler. Et j'ai compris en fait que c'est un sujet vraiment très délicat aujourd'hui. Les airtime, c'est un sujet très, 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 très délicat. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a enlevé. Mais c'était l'un de nos... j'ai jamais eu peur de ma vie. Et je voyais déjà la fin en fait. Je voyais déjà la fin. Il dit, mais une semaine seulement on a lancé déjà. Les gars, ils voulaient mettre fin à la boîte. Oui, ils ont fermé. Donc du coup, après, il fallait maintenant qu'on fasse des mails pour justifier aux opérateurs que justement, on ne va plus faire de airtime et autres. C'est comme ça qu'on arrive à justifier à l'opérateur. Et puis on nous dit, ok, d'accord, on vous a débloqué. Mais on dit de ne plus jamais toucher à ça. Ne touchez plus jamais à ça. C'est un sujet assez délicat. Donc aujourd'hui, là, quand j'étais airtime, c'est la bête noire même. Oui, c'est la bête noire. C'est assez délicat. Après, on a compris que même il y a des procès en interne et autres, tout ça avec le régulateur. Parce que justement, je sais pas, je comprends pas, mais je sais pas trop c'est quoi le problème, mais vraiment. C'est quoi il y a des géants là-bas qui. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est ça. D'accord. Les gars, ils veulent pas te laisser monter. Hein. Ils ont laissé personne même. Tout le monde a levé. On avait remarqué au départ que justement d'autres personnes avaient fait, d'autres fintech l'avaient fait. Et puis ils ont fermé. Ils lancent, ils enlèvent. C'est quoi le problème? Malgré ça, c'est nous les Django, ça va. Non, ça va lancer. C'est comme ça, c'est ça. C'est l'un des plus gros problèmes qu'on a avec le régulateur. Et puis bon, après tous les problèmes qui suivent vraiment, c'est plus des problèmes sur l'expansion. Hein. C'est plus les difficultés sur l'expansion. Aller sur de nouveaux terrains, aller conquérir de nouvelles personnes, justement. Et puis tu vas sur un terrain où tu as besoin d'avoir des partenaires, des partenaires qui peuvent t'accompagner sur le volet réglementaire, comme des banques, des microfinances et autres. Ça, c'est une grosse difficulté aussi qu'on a, en fait. Parce que on s'est rendu compte que aujourd'hui, même quand tu vas parler avec des responsables dans les banques et autres, pour des accompagnements, même pas financiers sur le volet réglementaire, tu te rends compte qu'ils sont encore dans le système traditionnel du fonctionnement de la banque. Et beaucoup aujourd'hui de banques ne comprennent pas bien encore en fait comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les fintech sur le volet réglementaire. Donc aujourd'hui c'est l'un de nos plus gros combats aujourd'hui en fait, de pouvoir expliquer à ces banques-là, voilà comment est-ce que vous pouvez nous couvrir. Les textes existent pour ça. Vous pouvez nous couvrir. On peut travailler en parfaite collaboration. Mais justement,
tu es en face, en fait, de certaines personnes, tu es en face de personnes assez âgées ou autres, justement, pas qu'ils sont incompétents, mais aujourd'hui, le domaine des fintech, le digital et autres, c'est encore nouveau pour eux, en fait. Donc, on s'est rendu compte même que, justement, les banques, maintenant, ont commencé à recruter vraiment des jeunes qui ont cette compétence-là pour pouvoir, en fait, étendre mieux maintenant les activités de la banque traditionnelle. Exactement. Mais ça, c'est un gros problème qu'on a depuis le début, ça continue jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que tu t'approches, justement, d'un gros partenaire agréé, bon, très souvent, c'est les banques. À chaque fois que tu te rapproches d'une banque pour dire que voilà mon activité, j'ai besoin que vous me couvrez, j'ai besoin qu'on travaille ensemble en collaboration et autres, par rapport à la régulation, ils ne comprennent pas forcément le sujet. Ils ne comprennent pas. En dehors même de la lenteur administrative, il y a cette compréhension-là, justement, du sujet des fintech et du digital, en fait, qui n'est pas forcément intégré dans la priorité des banques. Pour l'Afrique francophone, même, déjà, on n'a pas vite compris même le modèle fintech qui venait s'introduit au niveau de l'Afrique. Peut-être au niveau des pays anglophones, eux, ils ont compris très vite le fonctionnement de la chose. Mais chez nous, ici, c'est un peu tout caduc. C'est difficile même. Mais hormis le souci avec les banques, est-ce que tu allais directement voir peut-être la Banque centrale au travers de l'UEMOA pour essayer de voir si au niveau de la régule, ça pouvait être bon? On a fait notre demande. On a fait notre demande de paiement auprès de la Banque centrale. On l'a fait en Côte d'Ivoire et au Bénin. Toujours pas de réponse. On attend. C'est le plus souvent les hic. Je me rappelle, lors de la précédente session, j'ai eu une session avec un Régis Zawadi qui est expert en compliance. Oui, on travaille ensemble. Voilà. Donc, il dit le plus souvent, il y a souvent beaucoup de problèmes derrière au niveau de l'agrément. Beaucoup. Mais ça, c'est au niveau de l'Afrique francophone seulement, ou bien c'est du fait que les banques ou bien le régulateur n'a pas encore compris réellement le modèle? C'est la zone UEMOA. C'est la zone UEMOA. Bon, après, en même temps, c'est l'Afrique francophone aussi. C'est la zone UEMOA le problème. C'est la zone UEMOA le problème. On a un régulateur qui, on va dire, c'est très récemment là justement qu'il a commencé à s'intéresser réellement au fintech. Par contre, la zone anglophone, aujourd'hui en Tanzanie, au Kenya, Nigeria même tout près là. Nigeria même tout près là, c'est très facile d'avoir des licences. C'est pas un sujet en fait qui est fermé. Exactement. Tu vois, la documentation, elle est transparente, elle est claire et autres. Mais après, c'est pas justement parce que notre régulateur n'a pas la volonté, il a la volonté, mais c'est encore nouveau. C'est juste récemment que le régulateur a commencé à structurer vraiment le domaine des fintech et autres. Donc, du coup, on se dit qu'avec le temps, ça va devenir plus fluide. Mais bon, le temps passe. On espère. C'est pour ça que, disons, à travers ces genres de sessions podcast-là, on vise réellement crier haut pour que le régulateur puisse savoir qu'on a réellement des jeunes gens, selon des startups qui créent des choses qui sont réellement utiles pour la population. Parce qu'en réalité, je dirais que SendShop facilite la vie à beaucoup d'utilisateurs. Donc là, au lieu de soit placer des vérins pour bloquer le chemin, pourquoi pas en même temps essayer de permettre à ces startups-là de pouvoir vraiment croître rapidement. C'est ça. Donc, régulateur, fiancé, comme on le dit. Régulateur, aie pitié. Traitez vite les dossiers. C'est ça, même. C'est compliqué. D'accord. Donc, aujourd'hui, quelle est la vision de SendShop? Tu as dit, vous, c'est plus à croître, hein, si je me trompe pas. Non, pas qu'on ne cherche plus à croître, mais justement, on a atteint un seuil où on a de nouveaux problèmes. D'accord. On a de nouveaux problèmes en interne à stabiliser d'abord. On a de nouveaux problèmes de fonctionnement à stabiliser avant de vouloir aller encore vers de nouveaux marchés, avant d'avoir une croissance plus élevée, tu vois. Aujourd'hui, on arrive quand même à satisfaire plus de 500 à 600 000 clients. On se dit que ça va. On va déjà régler d'abord le problème interne, la stabilité justement technique, parce qu'au départ, on n'avait pas forcément l'architecture pour une certaine croissance. On a fait un truc à petite échelle et on s'est rendu compte qu'on a une croissance très vite. Notre croissance, elle est très vite venue. On s'est pas rendu compte, on ne sait même pas d'où c'est venu. On a eu nos 50 000 premiers clients sans communication pratiquement, sans faire de bruit. Sans faire de bruit. On a eu nos 50 000 premiers clients sans faire de bruit. Nous-mêmes, aujourd'hui, on ne comprend pas de ça. Disons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis, on peut aussi dire, en fait, que l'interopérabilité, c'est un besoin auquel tout le monde est confronté, mais que personne n'en parle. Disons, tu touches un point même très, très crucial. Aujourd'hui, tu sors, tu vas faire, par exemple, tu veux payer un truc dehors, tu veux envoyer de l'argent à un livreur, il n'a pas le même opérateur que toi.
tu as eu ce problème-là. Oui. Tu es allé dans l'agence, tu as retiré, mais tu n'as pas parlé de ce problème. En gros, tout le monde est confronté à ça, mais personne ne crie au fort qu'on attend la solution qui règle ça. Donc, tu te rends compte que quand la solution est née, elle va très vite de bouche à oreille. Oui. Elle va très vite de bouche à oreille. Donc, du coup, ce qui a fait qu'on a eu une croissance très rapide en 2 ans. On n'a pas prévu cette croissance-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure en off, on ne cherche pas forcément à avoir beaucoup d'utilisateurs actuellement. On est plus en train de stabiliser le produit en lui-même, le rendre plus stable et le rendre prêt pour la suite. C'est vrai. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de rendre le produit prêt pour la suite parce que la suite, elle est énorme. Ouais, La c'est suite, ça. elle est énorme. On La va suite loin. est énorme. Donc, on se prépare d'abord. On se prépare, tu vois, en fait, c'est ça. Donc, on a stabilisé le produit, on arrive à satisfaire un certain nombre de clients. On s'est dit, OK, on reste avec eux, on les satisfait. On va rester bloqué là d'abord et puis on va voir ce qui va venir avec le temps. On va finalement de stabiliser tout avant de pouvoir aller vers de nouveaux marchés. Là, c'est super. Hein. Je pense déjà, si vous comprenez la dynamique du marché, tant parce que je crois que vous n'êtes pas seulement en Côte d'Ivoire, vous êtes aussi un peu partout. Est-ce que vous avez des bureaux dans les autres pays ou bien c'est uniquement en la Côte d'Ivoire? On a des filiales, mais on a généralement un représentant par pays, mais justement, tout est géré depuis ici. Les bureaux sont ici. D'accord. Les bureaux sont ici. Pour le moment, les bureaux sont ici. Okay. On se donne un objectif en fait dans chaque pays où nous on va. On se dit avant d'avoir des bureaux vraiment physiques sur place. Sinon, généralement, on a un représentant qui nous représente là-bas, qui est le pont, nous, les différents opérateurs et autres. Mais on se dit avant d'avoir un bureau physique sur un corridor, on a un seuil d'abord qu'on doit atteindre, un certain nombre d'utilisateurs, un certain volume de transactions. Quand on atteint ça, on implante maintenant un bureau dans la zone. Nous, aujourd'hui, c'est moi qui suis obligé un peu de faire le tour des différents pays à chaque fois. Je comprends. Pouvoir gérer. C'est ça. Ouais. Parce que le bébé, il est encore, bon, disons, bébé. Oui, c'est ça. On doit prendre soin de lui. Oui, et puis tu oublies de faire le couteau suisse. Hein. Tu oublies de faire le couteau suisse, mettre ta main un peu dans tout. Parce que justement, ça a été un peu ça aussi, le fait qu'on a pu recruter des gens et les former. Parce qu'il fallait justement qu'on maîtrise un peu de tout d'abord, tous les domaines. Tu vois, tous les départements du Senchap. J'ai travaillé dans tous les départements du Senchap. Wow. J'ai travaillé avec les développeurs, j'ai travaillé avec les designers, j'ai travaillé avec l'équipe de communication, j'ai travaillé avec le marketing, j'ai même fait moi qui ai fait le support au début. Wow. Moi, j'ai géré le support. Partout, j'étais, tu vois, en train de conduire, mais j'ai gardé parce qu'il y a des problèmes et autres. Donc, il fallait que je comprenne d'abord tout ça avant de dire qu'on peut recruter des gens et les former. Tu peux pas recruter quelqu'un dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, c'est ça. Donc, disons, c'est ça un CEO. Un CEO, c'est pas seulement celui qui signe comme avant on pensait. Le CEO, le il fait que signer. Non. Ça va. On peut pas signer. C'est chaud. Ici, tu as la même dans la patte même. Hein? Oui, en vrai. Il n'y a que. Ça fait même pas encore 4 mois, 5 mois. C'est récemment là que j'ai vraiment commencé à déléguer des tâches. Wow. J'ai un grand frère qui me disait justement, un grand frère avec qui on travaille. Qui chaque fin du mois justement quand son entreprise envoie les factures, je ne paye pas vite, je peux faire un mois, même le loyer du local je ne paye pas, je peux faire un mois avant de payer ou bien 2 mois parce que j'ai tellement de trucs en tête que j'oublie. Et justement c'est des gens qui nous comprennent, qui nous stressent pas et autres, tu vois, non. Le grand frère dont je parle par exemple, avec qui on travaille, il me comprend, donc il envoie la facture comme ça et puis je ne paye pas, il dit il faut encore, il a voyagé encore bien, sa tête chauffe là-bas, il a quel problème. Mais après, c'est lui qui m'a fait un son, il m'a dit, petit, il faut déléguer. Il a un mot qui m'a dit vraiment, qui sort pas de ma tête. Il dit, l'argent, quand tu veux manger seul, ça c'est ton coup. Là, ça, non, ça c'est un problème. Donc, ne mange pas votre argent seul. Hein. Quand tu veux manger seul, ça va serrer ton coup. Tu peux pas tout faire, il faut déléguer. Et c'est vraiment récemment là que j'ai compris qu'il fallait que je délègue vraiment. C'est vraiment récemment que j'ai compris qu'il fallait que je délègue. Sinon, je faisais tout. Je suis maintenant chef de projet. Je dois suivre l'évolution des tâches de tous les développeurs. Je dois suivre l'évolution des nouvelles fonctionnalités à lancer. Je dois encore travailler avec l'équipe de design. Tous les visuels à poster sur la page. Je vais venir encore regarder avec eux minutieusement. Vous n'avez pas fait ça. Le texte à poster là. Voilà comment on devait écrire et autres. Je faisais tout ça à la fois, mon seul. Je faisais tout ça à la fois. Pas parce que j'étais le seul à le faire. J'avais plus de monde des gens qui le faisaient. Mais il fallait que je mette ma main dedans forcément à chaque fois, tu vois. Mais avec le temps, un peu, on a vraiment commencé à déléguer les tâches. Et puis, je suis encore dans tout ça, mais ça va aujourd'hui. J'arrive vraiment à me concentrer, à rester focus sur le produit. Au départ, en plus d'être sur le produit, je devais encore réfléchir à
tous les posts qu'on va faire sur les réseaux. Je dois encore réfléchir à. On va même finir de filmer, c'est moi qui prends le téléphone pour monter encore la vidéo avant de poster, tu vois. Et c'était vraiment compliqué. Mais maintenant, je pense qu'ils ont compris la vision là où Pathé sont Oui, dans le bain. oui, non, Dieu merci, j'ai une très belle équipe qui sait où on va. Ils comprennent. Aujourd'hui, pratiquement, tous mes départements sont autonomes. Wow. Aujourd'hui, tous les départements qu'on a, vraiment, ils sont autonomes. Parce que j'ai donné à César ce qui appartient à César. Oui, exactement. Pour le département, il faut prendre des gens qui s'y connaissent, qui pourront gérer l'équipe. Donc, du coup, aujourd'hui, là, ça va. Ça va un peu côté opérationnel. Ça va, j'arrive vraiment à me décharger un peu, mais après, ça change un problème du quotidien. Il y en a toujours. Disons, c'est ça même, disons, le parcours du combattant. Hein. C'est ça. Par moments, c'est léger. Par moments, il y a des vagues. Mais on doit pouvoir être capable de pouvoir surmonter ces vagues. C'est ça. Toujours créer de l'impact. Parce que dans un premier temps, tu as créé la solution parce que tu as vu un problème. Disons, c'est dans le processus de trouver une solution qui va réellement être utile de façon intemporelle même pour l'utilisateur, que tu es toujours là-dedans. Tu pourrais dire, aujourd'hui, j'ai créé mon application, ça marche, les gens utilisent, donc plus besoin de pouvoir forcer. Non. Justement, oui, ça c'est un problème. Parce que tout le monde pense. Les gens se disent que ils ont développé l'application, ils ont mis en ligne, c'est fini, ça tourne, tout le monde utilise. Mais non, non. Aujourd'hui, on a un taux d'échec de transaction qui est très faible, mais justement, tu as des clients très exigeants. Parce que nous, on a un problème. On a un problème à notre niveau qui fait que on met un point d'honneur à avoir un support client très réactif et une stabilité technique très réactive. Parce que justement, celui qui t'enseigne de l'argent d'un opérateur et un autre, même si la transaction est chaude, il a été prélevé. Oui. Il a été prélevé. Donc, c'est pas du genre où la transaction est échouée, il a l'argent là sur son solde Sharp, donc il n'a pas peur. Mais justement, nous, chez nous, dès qu'une transaction échoue, le client, il a peur. Oui. Je ne sais pas arriver à destination, mais j'ai été prélevé. Donc, du coup, c'est ce qui rend nous, notre secteur très, très, très exigeant. Parce qu'on n'est pas un wallet. C'est vrai. Si on était un wallet, le client, il a fait son transfert, ça a échoué. Son argent n'est pas perdu. Il voit l'argent sur son compte. Oui. Il va réessayer plus tard. Mais chez nous, quand ça échoue, l'argent a disparu de son compte. Hein. Donc, il a peur. Il est pressé. Il va se précipiter. Je ne peux même pas compter combien de personnes j'ai appelées, combien de posts Facebook que j'ai pris vraiment personnellement. Tout tellement, comme je disais, j'ai fait du social listening sur précisément la page Facebook où j'ai vu, il y avait certains commentaires. Bon, certains disaient que j'ai fait un dépôt, vous avez fait une transaction et puis il n'est pas reçu. Tu vois, non. Et quand le support est débordé, on peut prendre en moyenne 15-30 minutes pour répondre quand le support est vraiment débordé. Mais ces 15-30 minutes là. Et puis en fait, l'autre problème, c'est quoi? Le problème qui crée ça réellement, c'est que à 90% des cas d'usage de l'application, c'est des urgences. Wow. Parce que justement, si tu n'as pas d'urgence, tu vas prendre ton temps, tu vas pas vouloir payer des frais sur l'application. Oui. Tu vas prendre ton temps de descendre, aller à l'agence du quartier, retirer ton argent et puis remettre sur l'autre mobile money. Si, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est urgent que tu décides de le faire depuis ton téléphone, en fait. C'est des gens qui font des transactions, ils sont devant des livreurs, ils sont devant des boutiquiers, ils sont devant les taximètres. À 90%, c'est ça. Très souvent. Parce que justement, moi au départ, quand j'avais vraiment la main encore dans le support, aujourd'hui, je ne le fais plus trop, justement, mais avant, j'appelais vraiment les clients même. Si aujourd'hui, on a par exemple 30 transactions échouées, on peut traiter les transactions là juste par message, mais je dis non, je m'assois au bureau quand tout le monde s'en va, j'appelle tous les clients pour comprendre, voilà pourquoi ça a échoué, vraiment désolé, voici les motifs, tout ça, tu vois, pour vraiment leur expliquer, pour qu'ils comprennent que c'est pas de notre faute, tu vois, parce que c'est toujours dans des cas d'urgence que les gens utilisent. Et celui qui a une mauvaise expérience de ton application, dans un cas d'urgence, il ne revient pas. Ça, c'est vrai. Il ne revient pas. Ils ont même l'expérience utilisateur, même réellement pensé, même oui. de prendre soin. Justement, c'est pensé même pour ça, en fait. Aujourd'hui, le flow de SendShop, il a été pensé pour faire un transfert sans regarder l'écran. Waouh. Il a été pensé pour ça. La manière dont on a positionné les boutons et autres, même celui qui est occupé, quand il fait un truc, ça m'est occupé, il peut, s'il a une urgence, il peut faire sa transaction rapidement, en fait. Tu vois, on a vraiment pensé à tout ça. Parce qu'on a compris que c'est uniquement dans les cas d'urgence. Celui qui n'a pas d'urgence, il va partir à l'agence du quartier. C'est vrai. Ça sert à quoi de payer cher ce service-là? Pourtant, tu as l'agence du quartier qui est juste à côté. Donc, du coup, on a vite compris ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris justement que
au support, on ne doit pas rester dans les moyens. On doit pas, s'il y a les moyens d'avoir autant de personnes au support possible, il faut le faire. Faut le faire. Je pense que ça fait de SenSap même une app qui se différencie des autres même déjà. Parce que je voulais en venir sur la question de la différenciation. Qu'est-ce qui fait de SenSap une app à part entière? Mais je pense que tu l'as déjà évoqué. Parce que ici, vous répondez aux exigences des personnes qui sont pressées de pouvoir envoyer de l'argent à partir d'un tiers réseau sans forcément se déplacer. C'est ça. Déjà, il y a cette marque de différenciation. Parce qu'on en a d'autres personnes qui l'ont fait, mais qui ne sont pas arrivées. Aujourd'hui, on a beaucoup de concurrents quand même. Hein. On a beaucoup de concurrents dans ce secteur-là. Mais je me rappelle encore de quand on venait sur le marché, il y avait un seul acteur qui le faisait. Et comme je te disais là, j'ai vu beaucoup de trucs qu'on pouvait améliorer. Donc, j'étais pas venu vraiment... Mais on n'est pas venu pour dire qu'on est les plus forts. On n'est pas venu dire qu'on est les meilleurs. On est venu pour montrer que il y a des failles qu'on peut améliorer. Pas pour venir arracher les clients des autres et autres, mais on va quand même trouver. Il y a des clients justement qui sont exigeants sur certains points qu'ils ne retrouveront pas ailleurs, qu'ils ne voient pas ailleurs, mais peut-être chez nous, ils vont le retrouver en fait. Donc je me rappelle encore qu'on est venu, quand on commençait, tout le monde me demandait, tout le monde me disait, mais vous venez d'un secteur, vous venez faire même frais que vos concurrents, mais donc pourquoi on va venir chez vous? Il y a quoi à venir chez vous? Pourtant, c'est les mêmes frais. Peut-être même que vous êtes un peu plus cher même que les concurrents et autres. Donc, comment vous différenciez? Même avec mon équipe, on a eu la discussion. Ils m'ont demandé, mais pourquoi on va sur les mêmes frais? Alors, je lui ai dit non. Tu ne peux pas avoir la prétention de venir dire que tu es le moins cher sur un marché dont tu n'as pas idée des réalités, des acteurs qui le font déjà. Tu viens sur un marché, tu ne sais pas tes concurrents sont confrontés à quoi. C'est qu'ils le font déjà là. C'est quoi leur problème? Il y a forcément une raison pour laquelle ils ont ce montant-là comme frais et autres. Et si tu ne comprends pas, ne viens jamais avec la prétention d'être le moins cher. C'est vrai. Moi, par expérience avec SenSap, c'est pas le moins cher qui gagne. J'ai compris que les clients aujourd'hui, ils attendent un service. Et ce niveau de service-là, si tu l'as pas, même si tu es le plus moins cher, ils vont pas venir. Ils vont pas venir. Après, ça n'enlève rien au fait qu'on continue de batailler pour avoir des frais assez bas. Mais justement, en fait, ça a été l'un des sujets au départ quand on venait. C'est un peu pour revenir sur ta question de la différenciation avec les concurrents. C'était ça au départ. Je m'étais dit justement, les frais ne pourront pas être une différence. Allons sur les mêmes frais, comprenons les réalités du terrain d'abord, avant de pouvoir dire on va baisser les frais. Par contre, s'il y a un point sur lequel je sais que ça joue en notre faveur, c'est l'expérience utilisateur. C'est l'expérience utilisateur. C'est là-bas que tout se joue. Oui, tout s'est joué là-bas. Nous, pour notre cas, tout s'est joué là-bas. Nos premiers clients, les retours qu'on a eu d'eux, c'était déjà la rapidité des transactions et en fait la fluidité de l'application. Et ça arrive jusqu'aujourd'hui. On a des gens qui viennent chez nous, pas parce qu'on est moins cher. Des gens nous disent qu'on est prêt à payer ce prix-là chez vous parce que vous êtes plus fluide. Parce que quand on a un problème, on arrive à vous joindre. Parce que il y a plusieurs, mais l'expérience utilisateur a été l'une des raisons pour lesquelles on a eu une grosse part de marché assez rapidement. L'expérience utilisateur, c'est pas à négliger. L'humain est réellement précieux. Parce que si tu n'arrives pas peut-être à mieux comprendre l'autre qui est en face de toi pour pouvoir répondre à ses besoins. À ses besoins, c'est chaud. Voilà, on a compris en fait qu'on ne devait pas être axé sur on fait ça, c'est nous on fait tant d'argent. Non. On s'est dit, même celui qui vient, on répond déjà à un besoin. Ça, on est d'accord qu'on répond à un besoin, on le sait déjà. Maintenant, ce besoin-là, quelle expérience celui qui rentre a de nous? Il retient quoi de nous quand il finit sa transaction? Et c'est venu, on a eu beaucoup de recommandations sur la fluidité. Quand tu entends les gens parler, c'est fluide, il y a appuyé le bouton, ça glisse vite. Voilà, tu vois. Et en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, nous, on peut faire des jours. Même hier encore, ça fait... ça c'est une confidence. On doit déployer une mise à jour où on a vraiment fait une réforme de l'application. Ça fait pratiquement une semaine, on est en train de discuter sur un background. Mon UXKD, il a fait un dégradé là. Je dis non, le dégradé là, il ne faut pas ça casser le visuel des gens quand ils vont rentrer. Le dégradé va les distraire. C'est lui qui ouvre l'application. Justement, c'est sur des sujets comme ça que nous on dure. C'est sur des sujets comme ça que nous on dure.
On te dit, mais ce bouton, la façon dont on a fait le bouton là, il est trop arrondi, le bouton là, il est trop plein, il est trop carré. Celui qui n'est pas du mieux, même quand il rentre dans l'application, déjà même, on a gâté encore sa journée. Parce que le bouton est trop carré. C'est sur des sujets comme ça que nous on fait des jours et des jours. On fait des jours et des jours sur des sujets comme ça. Là, actuellement, on fait des débats depuis une semaine sur un dégradé. Parce que j'estime que le dégradé, le début du dégradé, il est trop violé. Mes équipes disent non, boss, c'est pas trop violé, ça va. Ils disent non, celui qui rentre là, il n'est pas habitué à voir cette faute couleur violet là, à cette étape spécifique de l'application. Si. Tu vois, parce que nous, on a des sujets, par exemple, où, comme on dit, c'est des petites confidences où en fait, comment on dit ça même? On se dit à des étapes spécifiques du parcours client, l'utilisateur ne doit pas être distrait par autre chose. C'est vrai. Au moment où il a vu faire son transfert d'argent, là, permet-lui de faire son transfert d'argent bien proprement. Oui. Ça sert à rien de faire des trucs superflus, des animations ici, non. Ouais. Trop d'animation, ça tue le truc. Ça, c'est vrai, maman. Trop Ça va d'animation, rendre même tue le l'application encore plus lourde, maman. truc. Plus lourd, tu vois, justement, très lourd, très lourd. Donc, en fait, c'est sur des sujets comme ça que nous on dit. C'est ce qui fait que ça a été l'un des points majeurs qui a fait qu'on a eu une bonne part de marché assez rapidement, malgré notre concurrent qui est assez grand aujourd'hui, qui était déjà grand quand on venait. Mais ça joue en notre faveur. L'expérience utilisateur a joué en notre faveur pour avoir une bonne part de marché aussi. Donc, c'est votre clé, même passe-partout. L'expérience utilisateur. Oui. Maintenant, Sensop, vous êtes uniquement beaucoup focalisé sur Abidjan ou bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous couvrez quelle zone? Prenons le cas uniquement de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes dans d'autres pays. Mais pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est plus fort à Abidjan ou bien même à Boaké, à Yamoussoukro, Séguéla, Man? Les gens ils ont entendu parler de Sensop. Mais vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Bon, justement, vu que c'est moi qui pilote toutes les campagnes digitales, Oui. dans les campagnes d'acquisition, je cible l'intérieur. D'accord. C'est moi qui paramètre les campagnes. Donc, dans les campagnes d'acquisition, je cible l'intérieur. Mais en termes de campagne terrain et autres, on n'est pas encore arrivé là-bas. Justement, c'est l'un des sujets aussi auxquels on réfléchit maintenant, à comment est-ce qu'on peut vraiment aller faire des campagnes à l'intérieur et autres. Mais évidemment, le premier client du Sensop, c'était, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais oublié ça. C'est vraiment quelque chose. Le premier client du Sensop c'était un gars de l'intérieur du pays. Je me rappelle très bien. Parce que pour déployer l'application sur Apple, ça prend du temps. Par contre, sur Android, ça prend pas du temps. Donc, on a dit, on va lancer une bêta sur Android qu'on va tester nous-mêmes. On a déployé la bêta. Je suis tranquillement couché là un jour. Je vois création de compte d'un nouveau client. Il dit, mais c'est qui ça? Je vois un nom là. Il dit, mais le gars, il a quitté où j'appelle toutes mes équipes. Il dit, vous avez conseillé à vos amis qui a parlé de l'application à quelqu'un. On a dit qu'on ne dit pas à quelqu'un d'abord. C'est juste un test, on va faire nous-mêmes en interne. Tout le monde me dit, non, bon, c'est pas nous, on n'a pas dit à quelqu'un. C'est juste nous, on a ça. Il dit, bon, ok. Je prends mon téléphone, j'appelle le gars. Il ne comprenait pas bien français. Wow. Je l'appelle. Il dit, ah bonjour, c'est l'application Sensop. Il dit, quoi, Sensop? Il dit, votre truc violet là, non? Il dit, oui, c'est ça, le truc violet là. Il dit, ah, mais Jean, on a vu que vous avez fait une transaction, on voulait comprendre. Il dit, non, que c'est mon petit, il voulait faire transfert d'un réseau à un autre. Et puis, il ne savait pas comment il allait faire. Il a mis sur Google. Que faire transfert d'un réseau à un autre. Et puis, c'est sorti, donc il a téléchargé. Et puis, il a fait. Pourtant, on n'avait rien fait encore. On n'a rien dit à quelqu'un. On vient juste de mettre l'application en ligne. Donc, du coup, on n'est pas encore allé à l'intérieur, mais tout a commencé à l'intérieur. Tout a commencé à l'intérieur. Jusqu'aujourd'hui, ça me touche quoi quand je parle de cet utilisateur-là. Il faudrait que je le recherche. C'est vrai, il le faut. Hein? Ouais, je peux le retrouver. Parce qu'il faisait des petites transactions c'est pas de gros montants qu'il faisait, des 500. Il dit à chaque fois que c'était pour souscrire Internet, des trucs comme ça. C'est des 500, des 1000 francs. Mais il y avait cette joie-là de dire qu'il y a quelqu'un là-bas à qui on répond à ses besoins aujourd'hui. Pourtant, on est encore en test. On n'a même pas encore fait quelque chose. Tu vois, donc, on va aller à l'intérieur. Parce que ça a commencé là-bas. Ah, c'est ça, il le faut. Hein. Ça a commencé là-bas. Tu as parlé dans ton propos de la barrière des langues. Parce que tu as dit que le gars, il parlait pas bien, français. Oui. Donc, est-ce que avec la nouvelle mise à jour de Sensop, ou bien Sensop actuel, est-ce qu'il y a cette solution-là qui vient lever les barrières liées à la langue? De quoi? De langue locale? Oui. Non, pas sans mentir. C'est pas un sujet auquel on pense réellement aujourd'hui. C'est pour ça justement qu'à défaut d'avoir des langues locales, il faut avoir une bonne expérience utilisateur. Parce que quelqu'un qui est illettré, si l'expérience est bonne, il va comprendre. Je prends l'exemple de ce client-là, par exemple, qui ne comprenait pas bien français. Mais moi, j'étais surpris du fait qu'il a compris le flow. Il dit non qu'il était bloqué, il a son petit neveu qui lui a expliqué. Mais après ça, il a pu utiliser lui seul en fait. Tu vois, ça vient aussi au fait de l'expérience utilisateur. Avec une bonne
expérience utilisateur, tu n'auras pas forcément ce genre de contraintes-là. C'est-à-dire, même si tu parles français ou pas, même tu pourras utiliser Tu pourrais l'application. utiliser l'application. Tu pourrais utiliser l'application. Là, c'est super. Je pense que tout est pensé. Hein. Oui. Sinon, en langue locale aujourd'hui, c'est pas un sujet auquel on y pose, mais pourquoi pas? Tu veux me donner une idée? On va essayer de Parce réfléchir à que ça. il y a les fintechs de la sous-région commencent à y intégrer cette fonctionnalité-là, d'ajouter soit peut-être un IA. Au Sénégal, oui. Au Sénégal, ils le font beaucoup. Si. Au Sénégal, vraiment, ils le font beaucoup. Ils le font beaucoup. Ils prennent toujours leur langue locale pour l'intégrer dans leur application. Donc déjà, ça peut être une aubaine aussi même pour... C'est vrai, pour atteindre un nouveau marché. Ouais, c'est vrai. Maintenant, revenons à la question des frais. Ok, des transactions. Voilà, des transactions. Parce que les gens disent, faut faire... Ils disent de rabaisser de baisser les frais. Voilà, de baisser plutôt les frais liés aux différentes transactions. Avant, on a baissé les frais. On a baissé depuis le lancement de l'application. On a baissé les frais. On a baissé les frais de pratiquement 0,8, presque 1. On a baissé les frais. Mais c'est un gros problème justement auquel aussi on a la solution à ce problème. Mais en fait, là, tu as trop de partenaires techniques qui interviennent. Oui. Aujourd'hui, par exemple, un client qui fait un transfert d'un opérateur à un autre, les 2 opérateurs qui sont intervenus ont pris leur part dans la transaction. Oui. Tu vois? Et tu as les 2 opérateurs qui ont intervenu et tu as la petite marge de SendShop qu'on prend pour gérer encore les charges. Tu vois, non? Mais aujourd'hui, en fait, avec les opérateurs et autres, tous les partenaires techniques, plus on a du volume, plus ils nous font des fleurs, ils vont quand même diminuer les frais et autres. Donc, nous, aujourd'hui, là, lorsqu'on part chez les opérateurs pour négocier des frais faibles, c'est même pas pour avoir plus de marge. D'accord. C'est vraiment pour baisser les frais aussi au niveau de l'application, parce que justement, c'est un sujet qui revient beaucoup. Et les clients pensent qu'on ne prend pas ça en compte. Pourtant, on prend ça réellement en compte, en fait. On prend ça réellement en compte. On ne fait que discuter à chaque fois avec les différents partenaires techniques qu'on a pour baisser les frais. Mais en vrai, c'est ça. La plus grande partie des frais de transaction ne vont même pas chez nous. Ils ne vont même pas chez nous. Les frais de transaction, les frais qu'on prélève sur une transaction, pratiquement 85% de ces frais-là vont chez les opérateurs. Et ça, pour une personne qui doit diriger une entreprise, payer Justement, en fait, c'est ça. Parce qu'après aussi, il faut expliquer bien aux clients. Souvent, les clients ne comprennent pas. Quand tu décides de transférer de l'argent d'un réseau à un autre, ton premier réseau, il a pris l'argent, il a prélevé. L'autre aussi, pour que ton destinataire reçoive aussi, le réseau de ton destinataire a pris aussi des frais. Tu vois, donc en fait, ce sont ces frais-là. Tous les frais-là ne viennent pas dans notre poche. Vraiment, aujourd'hui, c'est un de nos grands combats. On continue de toujours batailler avec les différents partenaires pour diminuer les frais. Parce que nous, dès qu'on arrive à diminuer les frais avec les partenaires, ça impacte directement nos clients. Parce qu'on diminue directement aussi les frais dans l'application. C'est vraiment un sujet aujourd'hui auquel c'est un point d'honneur aussi qu'on met. C'est vraiment un point d'honneur qu'on met. De toujours pouvoir baisser les frais. Voilà, même si c'est compliqué. Donc, du coup, venez vous inscrire. Nous avons venu beaucoup. Ils vont devenir beaucoup. Les opérateurs vont dire, SendShop, ils ont beaucoup de clients. Oui. On a qu'à diminuer. Ça, c'est vrai. C'est ça. Il le faut, hein. Il le faut. Donc, aujourd'hui, si tu devais définir la notion de fintech en t'alliant à SendShop, dans ton propos, tu as parlé de rapidité, à moins de coûts et également d'autres facteurs. La fintech, pour toi, pour une personne qui ne connaît pas c'est quoi une fintech, on prend l'exemple de SendShop. Comment tu pourras définir la notion de fintech? C'est chaud, hein. Comment est-ce que je pourrais définir la notion de fintech? Si tu devais prendre le cas de SendShop. Déjà, si on passe sur fintech et finance technologique, oui. Dans le cas de SendShop, on peut dire qu'on est vraiment une application qui facilite le quotidien financier des clients. On facilite l'usage, on facilite justement, même pas le quotidien financier, j'ai trouvé le bon thème, on révolutionne l'usage du mobile money. On révolutionne vraiment l'usage du mobile money. Parce qu'aujourd'hui, on utilise l'existant qui est le mobile money pour faire découler plusieurs autres services qui n'existaient pas forcément. Donc, on peut dire que oui, c'est ça. On révolutionne vraiment l'usage du mobile money dans la zone. En Afrique, c'est ce qu'on fait réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes de t'avoir lancé dans le domaine de la fintech? C'est-à-dire, tu fais un parcours en tant que gestionnaire de projet. C'est vrai que tu as touché un peu certains domaines de la tech. Mais est-ce que tu te dis, si peut-être j'étais allé dans tel domaine, j'allais plus réussir là-bas que le fait de m'être lancé dans SendShop? Non, zéro regret. Pourquoi?
ça revient à la base quand je me présentais, quand je te parlais du problème que j'ai eu en économie. Et puis, je suis allé en électronique. Oui. J'ai fait beaucoup de choses, justement, j'ai travaillé, mais j'ai même fait de l'événementiel et autres. Mais ce que je fais aujourd'hui est la seule chose que je ne fais pas pour l'argent. Ce qui fait que je ne raisonne pas. Senchap, sans mentir, on est plus passionné au fait de répondre à des besoins. Mais une chose est claire, il n'y a rien qui se fait bien et honnêtement sans récompense. On le dit un peu. Si on veut parler un peu en nous, si Dieu n'est pas gawa. Ouais, Dieu n'est pas gawa. Il n'y a rien qui se fait bien et honnêtement sans récompense. Et en fait, j'ai su que j'ai trouvé ma voie parce que Senchap était la seule chose justement que je n'ai pas fait pour l'argent. Tous les autres domaines auxquels j'ai touché auparavant, c'est de l'argent que je cherchais. Jusqu'au moment où je décidé de développer Senchap, je continue à faire des petits business et autres, de continuer de travailler pour avoir de l'argent justement pour pouvoir développer Senchap. Mais c'est la seule chose que j'ai vraiment pas fait pour de l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, zéro regret. Quelqu'un me demandait comment ça se passait avec nos difficultés et autres. Est-ce que justement mes difficultés ne me poussent pas à vouloir lâcher, à pouvoir lâcher prise, tous les problèmes qu'on a avec les régulateurs. Je dis non, j'aime juste mes nouveaux problèmes. Wow. C'est pas que ça va pas. Il y a toujours des problèmes. Mais j'aime juste mes nouveaux problèmes. Et c'est un peu sur ces petits points-là que tu peux réellement te rendre compte que tu as trouvé ta voie. Malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, jamais je me suis réveillé avec l'idée d'arrêter. Jamais. Au contraire même, j'aime qu'il y ait des problèmes. J'aime ton mindset. Voilà, j'aime aller au contact des régulateurs. Je veux aller au contact des gens qui ne comprennent pas. Je veux aller expliquer à tel directeur de banque que voilà le niveau, voilà ce qu'on fait, voilà comment tu peux nous accompagner. Voilà, j'aime expliquer, j'aime parler. J'aime expliquer, j'aime aller expliquer mon travail aux gens. Donc du coup, vraiment, j'aime mes problèmes. J'aime mes problèmes, donc zéro regret. Et puis, depuis, dans tout mon parcours, je me suis toujours dit qu'il fallait que je finisse ma vie dans ce que j'ai fait à l'école. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours demandé qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je me dis pas, tous les parents peut-être n'allaient pas forcément accepter que les enfants changent de filière en pleine année scolaire. D'économie à électronique en même temps. Sans compter qu'ils ont essayé de m'expliquer et autres. Mais justement, à la fin, le vieux, la fin, ce qu'il avait fait, il voulait juste m'expliquer les avantages de rester en économie, tout ça en fait. Mais après, il s'est dit, c'est pas ce qui te plaît, on va changer. C'est pas ce qui te plaît, on va changer. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il aime. Qui fait vraiment ce qu'il aime. Passionné par la chose. Voilà, si quelque chose ne me drive pas, je ne fais pas. Si un truc ne me drive pas, je ne le fais pas. Mais rares sont les fois où j'ai fait des trucs même pour de l'argent réellement sans que ça me drive. Je ne fais pas des trucs sans que ça me drive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non, même pas zéro regret. Malgré toutes les difficultés. J'aime juste mes problèmes. J'aime juste mes problèmes du moment. Ouais. J'aime mes nouveaux problèmes. Là, c'est super. Je pense que c'est un leitmotiv même de Titan, même de ça que tu t'es forgé. Et puis tu vas continuer aussi là-dedans. Parce que tu vas loin, hein, comme tu l'as dit. Tu vas arriver aussi là où personne n'est déjà arrivé. Amen. Amen. On espère. Maintenant, parlons de décisions difficiles. Est-ce que durant tout le lancement de Senchap jusqu'à maintenant, tu t'es amené à prendre certaines décisions les plus difficiles? Par exemple, démoger un salarié ou bien prendre une décision, tu sais que c'est réellement difficile, compliqué pour la suivi de Senchap. Une décision difficile, mais pour l'intérêt de Senchap. En vrai, non, je pense pas. Décision difficile dans l'intérêt de Senchap, non. Plutôt traverser des périodes difficiles, mais il fallait les surmonter pour l'intérêt de Senchap. Mais en termes de décision, aujourd'hui, non. Moi, par exemple, j'ai jamais eu à limoger. Depuis 2 ans, j'ai jamais renvoyé. Ah oui, ça, bon, je dirais pas que c'est une décision difficile, mais j'ai du mal à renvoyer. Ah, ok. Moi, je renvoie pas. Non, moi, je renvoie pas. Même si... Je me débrouille pour trouver une raison de rester avec la personne. Je me débrouille pour me dire, malgré tous ces défauts-là, il y a ce petit bien-là qu'on peut exploiter quand même. Et c'est difficile, justement. C'est difficile parce que il faut bien que j'arrive à mettre ce côté-là vraiment à côté pour te dire que dans l'intérêt de Senchap, ça ne va pas, il faudrait bouger. Mais comme je dis là, Dieu merci encore, moi, ça me réussit. Moi, ça me réussit. Elle ne réussira pas forcément à tout le monde, tu vois. Mais en termes de situation difficile, oui, une situation très, 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 très difficile.
j'ai des membres de mon équipe qui m'ont lâché à des périodes très, 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 très délicates. Très délicates. Des moments où c'était mes seuls remparts. Si tu bouges, j'ai fait tout moi seul. Ils sont partis malgré ça. C'était On n'a pas voulu difficile. chercher à comprendre disons, l'enjeu ou bien la vision de la chose. Bon, je Mais ne dirais pas forcément ça. Je pense qu'ils ont eu des contraintes. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont eu des contraintes. Mais vraiment, je me disais que on peut quand même. On peut. Il y a un mal qu'on pouvait subir. Il y a un mal qu'on pouvait subir pour un bien. Mais oui, c'est ça, c'était la période la plus difficile. Hein, c'était au lancement, pratiquement. Un mois, la première personne me quitte. C'est difficile. À un mois de lancement, je me retrouve en train de tout faire encore moi seul. Quelques temps après, encore le deuxième. Et justement, la deuxième personne qui quitte l'équipe, justement, ça m'affecte. Ça m'a vraiment affecté parce que la personne était là depuis le début. La personne était là depuis le jour où j'ai mûri l'idée de Senchap. Donc, quand la personne quitte l'équipe, la personne a eu des contraintes. Mais quand il a quitté l'équipe, vraiment, c'était difficile. C'était difficile. Je pense que c'est là que j'ai vraiment compris que la vie est dure. Là, j'ai compris que ce qui a commencé là, ça ne serait pas facile. Parce que tu as des personnes qui ont des postes très stratégiques qui s'en vont en coup de route. C'est difficile. C'est difficile, mais bon, Dieu merci, on a traversé la tempête. Le jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, ça va super bien. La montée de Senchap comme ça, qu'est-ce qu'il améliorerait quelque part? Bon, je ne sais pas, sans mentir, mais je sais qu'ils sont fiers. Je sais qu'ils sont fiers. Puis on a gardé de bons contacts. J'ai pas voulu garder rancune contre quelqu'un, on a gardé de bons contacts. Mais je sais qu'ils sont fiers. Ils sont fiers quand même du parcours qu'on a déjà fait et autres. Et tu viens de loin, hein? Ouais, beaucoup. D'accord, parlons maintenant investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, Senchap est ouvert plutôt pour toutes sortes de propositions liées à l'investissement au niveau du capital de base de Senchap? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre capital aux investisseurs, venture capital, etc.? Au départ, voilà comment moi je réfléchissais. J'ai toujours trouvé légitime de ne pas faire de levée de fonds. Tant qu'on n'en a pas besoin. Ça ne sert vraiment pas à grand-chose d'aller faire des levées pour la forme. Déjà qu'on a souvent l'impression que les gens le font pour show off. Quand tu vois tout ce qui se passe autour de ça et autres. Moi, j'ai vraiment allé sur le principe de taper autant que possible pour qu'on puisse être autonome, pour qu'on puisse être rentable et autres, tu vois. Mais justement, quand tu rentres dans un domaine comme le mien, tu te rends compte justement que ceux qui le font pas forcément par plaisir. Souvent, c'est par contrainte. Parce qu'on est dans une certaine activité qui demande tellement d'argent. Tellement d'argent que tu te dis, j'ai beau vouloir être le boss, ici, là, mon capital, ici, ça. Mais après, je suis coincé et puis il faut que je lève. Donc, du coup, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, on est pleinement ouvert à de potentiels levées de fonds. Mais on travaille au-dessus des sujets qui font certainement qu'on en aura besoin. Mais on ne veut pas le faire étant dos au mur. Justement, ça aussi, c'est un point aussi. Je me suis toujours dit depuis le début, depuis le lancement de Senchap, on ne fera pas de levée de fonds étant dos au mur. Si on le fait, on doit le faire après être dans une position de force. Bon, pas forcément de force, mais où on s'est prouvé à nous-mêmes que notre projet est viable. Parce que justement, c'est justement pour ça que dès le lancement, je n'ai jamais cherché de potentielles opportunités de lever des fonds. Parce qu'il fallait que je me prouve à moi-même que le produit répond à un besoin, que le produit est viable. Après cette étape-là, maintenant, tu peux te dire, ok, d'accord, on s'est prouvé que le produit est viable, on s'est prouvé qu'on peut avoir 2-3 clients, on a besoin d'en avoir 20, on a besoin d'en avoir 30. Il faudrait qu'on parte chercher l'argent quelque part pour venir, pour avoir ça. Mais je suis vraiment dans une position où je me dis, on ne doit pas forcément le faire on ne doit pas le faire étant coincé. On doit le faire parce que on est bien, on n'est pas freiné dans notre évolution. On veut juste aller vraiment à un nouveau cap. Donc il faudrait qu'on commence à l'explorer. Donc aujourd'hui, c'est des sujets qui sont sur la table parce que justement, on a un corridor assez large. Et comme je te disais tout à l'heure, on a la licence au Canada. D'accord. On a la licence de services financiers au Canada. Donc du coup, on s'apprête à aller vraiment sur des marchés qui ne sont pas tolérants en termes de finances. C'est vrai. On va sur des marchés pas tolérants. Et justement, on a l'humilité de reconnaître que sur ces marchés-là, on ne pourra pas gérer seul. C'est vrai. On ne pourra pas gérer seul sur ces marchés-là. Mais tant qu'on peut gérer un marché seul, on le gère.
Tant qu'on peut gérer un marché seul, on le gère. Donc, c'est-à-dire, vous êtes. Bon, si l'investisseur vient, on accepte. Disons. On accepte s'il répond vraiment répond. aux besoins, en fait. S'il répond à un besoin très spécifique, tu vois. D'accord. Et si vraiment, il pourra nous aider. Parce que nous, on n'est pas focus sur de l'argent aussi. Hmm. Si aujourd'hui, on va ouvrir le capital, on ne veut pas que quelqu'un entre pour son argent. Ça, c'est vrai. Il doit rentrer pour son argent et pour plusieurs autres trucs qu'il pourra nous apporter. Et après aussi, il y a l'autre point qui fait que justement, c'est un sujet qui a tardé à être mis sur la table. On est vraiment une équipe de gros passionnés. On est très passionnés et en même temps, on est lucide dans nos décisions. On reste lucide. On n'est pas dans les émotions. Donc, quand tu lis la passion à cette lucidité-là, on ne veut pas être freiné aujourd'hui dans notre croissance. On ne veut pas être dans un environnement où pour chaque décision, on ne peut plus les prendre seul. Oui. Parce qu'il y a un point justement que ceux qui font des levées de fonds ne disent pas. Ils ne le disent pas forcément à tout le monde. Mais quand tu fais une levée de fonds, tu n'es plus maître des décisions. Exactement. Même pour dépenser 5 francs, ça passe au comité de direction. Tout le monde doit discuter tu dois expliquer, tu dois pouvoir défendre devant tes investisseurs que voilà cet argent que je vais prendre, voilà ce que je vais faire. Voilà ce à quoi ça a servi et autres. Et en fait, c'est pas quelque chose duquel on est à l'aise aujourd'hui. Même pas au domaine du volet financier. Même dans l'opérationnel. On essaie beaucoup de choses. On essaie beaucoup de fonctionnalités. Et justement, quand on décide d'ouvrir le capital, il faudrait que mentalement, on soit prêt à ne plus être décisionnaire à 100% sur nos trucs. Il faudrait qu'on soit prêt à accepter qu'on ne pourra plus se faire plaisir dans tout ce qu'on fait dans l'application. Pourtant, justement, c'est ce plaisir qu'on se donne à répondre à un besoin là qui nous réussit aujourd'hui. Le plaisir qu'on se donne à pouvoir tester de nouveaux trucs pour essayer de voir comment les utilisateurs vont répondre et autres. Donc, justement, c'est un sujet pour lequel on a mis du temps vraiment à réfléchir. Est-ce que, même si aujourd'hui on doit ouvrir le capital aujourd'hui, on compte vraiment baliser ce genre de points-là. Mais après, c'est normal, hein, quelqu'un qui met son argent dans ton produit, tu ne peux pas dire que demande ton argent et puis il fait ce qu'il veut avec. Mais vraiment, côté produit, c'est un point auquel on est... Comment on dit ça? C'est quoi le mot là? J'oublie le mot là. Dans notre créativité. Oui. On se fait plaisir dans notre créativité sur le produit. On n'est pas freiné, on dort, on se réveille un matin, on veut tester un nouveau truc, on le fait en même temps. On dort, on se réveille un matin, on veut tester un nouveau truc, sans pourtant casser en fait l'usage, sans pourtant casser le produit. Mais justement, c'est cette manière de fonctionner là qui a fait notre réussite aujourd'hui. C'est cette manière de fonctionner là qui a fait notre réussite aujourd'hui. Alors que peut-être l'investisseur, il pourra venir vous mettre dans une sorte de boîte où vous êtes réellement limité. Voilà, justement. Après, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais parce que justement, l'investisseur, quand il rentre, il vient en plus de l'argent, il va venir avec des compétences pour toi. Oui. Il va venir des compétences, peut-être de la ressource humaine. Il va ramener beaucoup d'autres choses. Et justement, en fait, tu dois être prêt à accepter. Après, c'est un mal pour un bien. Oui. Tu es prêt à accepter quel mal pour le bien de ton entreprise. Et aujourd'hui, en fait, justement, on doit se mettre en tête que c'est un mal qu'on doit être prêt à accepter pour la croissance de l'entreprise avant de dire que, OK, on ouvre le capital et autres. Mais justement, c'est des sujets qui sont sur la table parce qu'on commence à aller sur des corridors où Il le faut. Hein. où il le faut. Où il le faut. Nous tendons, je dirais, allègrement à la fin de notre session. Est-ce que tu as un mot de fin ou bien, je dirais, dans un premier temps d'abord, si tu devais encourager ces jeunes qui peut-être aujourd'hui entendent parler de FinTech et qui veulent rentrer peut-être dans ces domaines sans forcément avoir les compétences adéquates, quel serait le conseil que tu pourras donner à la jeunesse dans un premier temps et secondo aux investisseurs qui s'intéressent au FinTech et bon, troisième point, disons régulateur. Parce qu'il faut parler au régulateur aussi pour qu'ils puissent entendre. Si. Donc avec ces jeunes gens qui s'intéressent à la FinTech ou bien qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Qui n'ont pas encore Parce que je dirais, tu es jeune également. Hein. Oui, Semsab, très jeune, à la tête de très Semsab, Très jeune. Chez nous, dans toute l'équipe, personne n'a 30 ans. Waouh. Personne n'a 30 ans dans toute l'équipe. Personne n'a 30 Et ans. vous abattez un travail réellement. Oui, personne n'a 30 ans, justement. Et en fait, c'est ce qu'on se disait, il faudrait qu'on puisse montrer à nos utilisateurs l'humain qui est derrière le produit. Oui. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément au début. Personne n'a 30 ans chez nous, on est tous jeunes. On est tous jeunes. C'est super. Donc, du coup, pour revenir sur ta question, tu as sélectionné dans 3 points. Le premier point, c'est un conseil pour les jeunes. Pour les gens qui s'intéressent à la FinTech.
On va pas se mentir, ça demande beaucoup d'argent. D'accord. On va pas se mentir. Comment on dit ça même? Je le disais la dernière fois qu'il a mis, on commence pas de zéro. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, pas comme les histoires des entrepreneurs Non. qui c'est storytelling ou viennent, j'ai commencé à zéro franc. Là. Oublie ça. On commence pas de zéro. On commence là. Moi, vraiment, ça n'explique pas le fait qu'il y a des gens qui ont commencé de zéro. Oui. Mais pour ce que j'ai déjà vu de ce domaine-là, pour l'expérience que j'ai, on commence pas de zéro. Il faut te préparer. Nous, ça nous a pris 1 an pour développer. Pendant ces 1 an-là, financièrement, il fallait maintenir l'équipe. Et ça a vraiment demandé beaucoup de trucs. Ça t'a demandé beaucoup de choses. Il fallait faire du love money, aller voir les oncles. Oui. C'est là, mon truc a commencé à développer depuis janvier. Là. Je suis coincé aujourd'hui. Hein. Ça fait des mois, je paye des gens, on n'a pas encore lancé. Essaye de m'aider. Tu vois. On a fait beaucoup de love money. Moi, mes oncles ont beaucoup aidé. Mes oncles ont. Faut dire la vérité. Super tonton. Tu peux pas, ouais, mais super tonton. Mais c'est moi, c'est resté à huis clos, c'est resté avec mes oncles. Quand j'étais coincé, tonton, c'est coincé. Hein. C'est coincé aujourd'hui là. Tel truc, il n'arrive pas à payer, tel truc, il doit payer. Voilà, il doit payer salaire. Pourtant, on n'a même pas relancé le produit, il doit payer salaire. Je dis, petit, toi, t'en as fait là. Vraiment, on espère que ça va sortir. Hein. Et puis, tiens, quelque chose, tu vois, non. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé pendant tout le développement. Hein. J'ai fait ma part. Quand j'étais coincé, il y a plein de trucs maison. Tonton, c'est gâté. Hein. Dans mon pays, gérer mes gars. On commence pas de zéro, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent, surtout les produits financiers. Mais c'est pas un frein. C'est pas un frein. Surtout justement, ce qui m'a coûté très cher, ce qui a coûté très cher à Senchap au début, c'est l'équipe technique, c'est le développement. Si vous êtes en mesure de former une équipe où chacun a les compétences qui servent au produit sans dépenser, super, faites-le. Moi, j'étais seul. Je pouvais pas, j'ai pas formé d'équipe au début où on dit que ok, c'est notre truc à nous tous, on est actionnaires, il faudrait qu'on se partage les tâches. Là, dans ce cas, peut-être on allait dépenser moins. Mais c'était mon produit, j'ai réuni une équipe, j'ai dit je vais vous payer, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Tu vois? Mais vraiment, côté technique aussi, beaucoup se former, beaucoup s'informer. Beaucoup s'informer parce que nous, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait de ce domaine n'est pas forcément ce qu'on a vu, qu'on a lancé. La réalité du terrain. Voilà, la réalité du terrain elle est différente. Faut pas être dans les émotions. Mais vraiment, c'est passionnant. C'est quelque chose qui vous passionne, faites-le en fait. C'est quelque chose qui te passionne, fais-le. Fais-le, mais il faut être sûr d'un truc. On commence pas de zéro. S'il n'y a pas l'argent, il faut attendre. Ouais, c'est vrai. S'il n'y a pas l'argent, il faut attendre. Parce que ça sera encore plus frustrant de se rendre compte que tu as passé du temps à réfléchir à quelque chose et au moment de le déployer, pour des problèmes financiers, tu ne peux pas lancer. C'est très, très, très frustrant. Moi, j'étais confronté à ça justement au moment justement qu'on avait lancé. Très vite, on a été coincé. Il fallait qu'on replie pour bien réacheter des choses, tu vois. Volontairement même, on bloquait la page d'inscription sur l'application. Parce qu'on voulait que, on espérait que l'argent qui est là, si les gens rentrent encore, on ne pourra pas gérer leurs transactions, tu vois. C'est la vie, mais tout le monde ne va pas le dire, ça demande de l'argent. Avec l'arrivée de l'IA, là, comme ça, l'intelligence artificielle, est-ce que les gens se disent qu'on peut créer une application au moins de peut-être 10 minutes, tout ça. Est-ce que, selon toi, c'est... Vraiment, non, la vérité. Aujourd'hui, moi je prends vraiment l'exemple de Senchap. Tout ce qu'on fait comme maintenance sur l'application, sur le produit, je ne crois pas qu'une IA pourra le faire. Tout ce qu'on fait comme maintenance, tout ce qu'on fait pour trouver les bugs et autres. Par contre, l'IA peut nous accompagner. L'IA nous accompagne aujourd'hui dans le développement de l'application, dans certains points où lesquels on peut avoir recours à des IA. Ah oui. Mais non, je vois beaucoup de trucs. Tu peux développer une application à partir d'une IA et autres. Après, ça reste vraiment particulier. Tout va dépendre aussi du secteur d'activité. Oui. Si tu veux juste faire peut-être un média, tu peux faire de l'IA. Oui. Tu peux faire un truc où il n'y a pas de vraiment base de données derrière. Tu viens juste faire des posts, les gens vont venir regarder. Mais pour un produit financier, oublié. Si tu as pensé qu'un jour tu pouvais faire un produit financier avec une IA, il faut laisser. Et la finance est délicate. C'est délicat, c'est de l'argent des gens que tu traites. Tu prends l'exemple de Jamo, ils ont comme les développeurs. Jamo a plus d'une vingtaine de développeurs, je crois. Pourtant, l'IA existe, non? Pourquoi ils ne vont pas vers l'IA? C'est ça, en fait. Les produits financiers sont très délicats. Si vraiment, ces jeunes-là qui veulent lancer des produits financiers, oubliez que tu as de développer une application de l'IA. Une application vraiment où il y a beaucoup d'interactions manuelles, ça ne peut pas le faire avec une IA. Vraiment, humblement. Pour l'expérience, la petite expérience que j'ai, il faudrait qu'on se dise la vérité, quoi. On peut pas le faire avec de l'IA. L'IA peut t'accompagner dans le déploiement de certains trucs, mais vraiment,
Non, j'imagine, en fait, pendant que je te parle, je me rappelle de toutes les fois où on a eu des bugs, où ça nous a pris toute la nuit pour trouver. Il y a eu des fois où on a eu des bugs, justement, on a eu recours à des IA pour inspecter le code, pour ressortir rapidement les bugs. Ouais. Dans ce genre de cas de figure, oui. Mais si nous avons codé ton truc, ça sera compliqué de faire la maintenance après. Il y a la maintenance à faire après derrière qui est compliquée. Et c'est pour faire des landing pages, des trucs faciles. Là, d'accord, tu peux aller avec les IA, mais c'est compliqué de faire un truc vraiment pour gérer de la finance, pour gérer l'argent des gens avec de l'IA. Donc, du coup, on s'accompagne de l'IA, mais on ne peut pas dire que l'IA ne peut pas remplacer ce que nos développeurs font. L'IA ne peut pas remplacer. Donc, in fine, maintenant, ton mot de fin vis-à-vis du régulateur et des investisseurs en quelques minutes. En quelques minutes, on peut dire du régulateur qu'on attend justement qu'il soit accessible. D'accord. Parce que la vérité, le régulateur il est inaccessible. Donc, je m'apporte à partir au Sénégal justement pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que depuis, en fait, on n'a pas de réponse, tout ça pour notre demande d'agrément. Mais le régulateur, déjà, il est inaccessible. On peut comprendre qu'il soit occupé, mais être inaccessible, là, c'est un autre problème. Donc, on attend vraiment de nos régulateurs qu'ils soient accessibles, qui communiquent vraiment, qu'ils soient bien ouverts sur les informations. Oui. Parce qu'il y a un manque d'informations aussi qu'on a, en fait. Si tu n'es pas entouré de bons juristes qui maîtrisent le domaine, qui vont t'informer, tu seras toujours dans le flou. C'est vrai aussi. Pour les investisseurs, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Pas qu'on vous attend. D'accord. On vous attend. Quand on sera coincé, on va venir vers vous. On espère que vous allez nous accueillir les bras ouverts. Ah, c'est ça, il le faut. Hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, Hans. On a réellement, je dirais, passé des fonds en comble. On a parlé de Sensap, on a parlé de ta personne toi-même. Et je crois que Sensap va aller encore plus loin. Amen. Merci beaucoup. D'accord. Donc, encore merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Merci. Parce que c'est que j'étais fatigué même, je me rappelle, hier, je t'ai envoyé, tu m'as répondu à 1h. Il y a une heure. Et puis, tu vois les retards de réponse, tout ça, voyager tout le temps. Tu vois, non, c'est compliqué. Encore, merci beaucoup. Merci. Ce fut un réel plaisir. Merci, désolé aussi pour tous les retards que ça a pris pour me mettre la main sur moi. On a eu, disons, un échange qui est réellement enrichissant. Et puis, je crois que tous ceux qui nous suivent aussi vont réellement aimer et puis vont également télécharger l'application Sensap. Parce qu'il faut aller télécharger son application. Merci beaucoup. Parce qu'on a réellement des pépites à l'intérieur. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la page YouTube et puis plein de succès au podcast. Merci beaucoup. On a besoin de la force. C'est ça.